Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Info en live. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Souquier qui a bien voulu répondre à notre invitation. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Compte tenu du contexte actuel et de la période passée, il nous a semblé intéressant de consacrer cette info en live au climat social actuel, mais également au contexte politique et syndical. Pour aborder ces sujets, nous avons donc invité Mathieu Souquier, qui est consultant et expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès, et qui par ailleurs a été conseiller ministériel pendant plusieurs années au ministère du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle. Vous l'avez certainement vu et entendu sur plusieurs plateaux télévision. Aujourd'hui, ça sera sur l'info en live. Tout au long de l'émission, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Mathieu se fera un plaisir d'y répondre en fin d'émission. Mathieu, nous allons rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Quelle est votre analyse du contexte social en cette rentrée 2023 ? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Je trouve ça toujours très sympathique de répondre positivement et en particulier à l'invitation d'une organisation syndicale. Je pense qu'il faut aller débattre et discuter absolument partout. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et alors, je suis ravi ou en tout cas très intéressé de l'être dans la période parce qu'effectivement, on est quand même dans un contexte social qui est très particulier. Très particulier, on parle beaucoup d'inflation et on parle beaucoup de pouvoir d'achat dans la période et on le fait déjà depuis de nombreux mois. C'est effectivement essentiel, mais quand on parle de pouvoir d'achat, on occulte, me semble-t-il, la réalité la plus forte en fait de cette rentrée. La réalité la plus forte de cette rentrée en matière sociale, c'est la consommation de biens alimentaires. La consommation de biens alimentaires, vous avez sans doute vu dans la presse qu'elle avait reculé. On parle de l'explosion des prix alimentaires, mais l'explosion des prix alimentaires a une conséquence très directe, c'est la baisse de la consommation des biens alimentaires. On lit dans la presse qu'en moyenne, la consommation de biens alimentaires a baissé de 10% au cours des derniers mois. Alors ça stagne un peu récemment, mais ça veut dire que quand même, sur l'année écoulée, si en moyenne les Français ont baissé de 10% leur consommation alimentaire, ça veut dire que certains d'entre nous ne se sont pas privés et que d'autres, en revanche, ont baissé de façon bien plus importante encore leur consommation de biens alimentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis très très longtemps, on n'avait pas connu une phase où on est marqué par le retour de la faim pour certains d'entre nous et le retour de privation. On s'est déjà privé dans des périodes difficiles sur nos loisirs, sur nos sorties, etc. Mais sur l'assiette, et en particulier ce qu'on peut donner à manger à nos gamins, ça c'est tout à fait inédit. Et dans le débat public, encore une fois, on parle des difficultés, des tensions sur les prix énergétiques, les prix alimentaires, mais derrière, très concrètement, il y a déjà une première dimension qui est celle-ci et qui crée un état d'esprit et un état psychologique dans le pays très particulier. Très particulier. Alors, je peux peut-être même faire un point supplémentaire. Si on rembobine le film, là je vous parlais de ce qui me frappe le plus dans le très court terme. Ce qui me frappe par ailleurs quand on rembobine un peu le film, c'est de voir qu'au cours des dernières années, au cours des derniers mois même, on a enchaîné des colères successives de nature différente. La première colère, tout le monde l'a en tête, c'est la colère des Gilets jaunes. La colère des Gilets jaunes, une France en colère qui était la France qu'on a appelée périurbaine, la France des petits commerçants, des petits artisans, des petits employés, et dans toute la France qui pendant des mois et des mois a manifesté sa colère. Et puis quelques mois après, on a eu, tout l'hiver dernier, pendant plus de 6 mois en réalité, une mobilisation sociale d'une intensité inédite. Le monde du travail et le monde des syndicats qui s'est très fortement mobilisé contre la réforme des retraites. Deuxième colère, celle de la France du travail et celle de la France des syndicats. Et puis la troisième colère, on l'a eu effectivement au début de l'été, c'est une troisième colère et une troisième France, c'est la France des banlieues. Donc si on regarde ça, si on rembobine le film, on constate qu'on a eu pendant quelques mois et quelques années une succession de colères, de 3 colères qui correspondent à 3 France différentes. Et ça dit quelque chose de l'intensification des colères, de l'aggravation des colères et de l'accélération des temps sociaux. Un dernier chiffre pour terminer sur cette introduction, sur ce climat social. À la Fondation Jean Jaurès, que tu citais Serge, à la Fondation Jean Jaurès, on publie des études très régulièrement et on vient de publier il y a une quinzaine de jours notre grande enquête annuelle sur les fractures françaises. C'est une enquête qu'on mène au long cours avec énormément de questions et sur 15 000 répondants. Donc c'est une enquête très sérieuse et très rigoureuse. Cette enquête, on la mène depuis plusieurs années et on constate qu'en 2 ans, rien qu'en 2 ans, la proportion des Français qui se dit en colère et même très en colère est passée d'un tiers à la moitié. C'est un bond de la colère qui est tout à fait inédit. Donc entre l'état d'esprit du pays, la colère et ce retour de la privation, et ce retour de la privation au quotidien vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos familles, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'explosif. Et si j'étais du côté des pouvoirs publics, je surveillerais ça de façon très très attentive.
Très bien. Ça a le mérite d'être clair. Et dans ce contexte pardon, justement explosif, qu'en est-il du monde du travail? Alors, de façon assez globale, c'est très intéressant. Parce que on peut rentrer par la question des retraites, du mouvement social du printemps dernier, où on a constaté, de l'hiver dernier, pardon, et qui a duré jusqu'au printemps, où on a constaté que plus d'un tiers des Français, 37% pour être précis, disaient qu'ils ne voulaient pas travailler plus longtemps, ou plus exactement que le travail, le poste qu'ils occupaient aujourd'hui, ne leur paraissait pas occupable jusqu'à l'âge de la retraite. Voilà, que les conditions de pénibilité dans leur travail, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils soient cadres, et ça c'est très intéressant, parce qu'il y avait très peu en fait d'écart entre les ouvriers et les cadres, plus d'un tiers des Français, 37% des Français disent « mon boulot est tel que j'ai pas le courage en fait de l'exercer jusqu'à la fin. Je suis pas en situation de ça. » C'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de très particulier sur le monde du travail français, alors que pourtant, à 75-80%, les Français disent qu'ils sont plutôt satisfaits au travail. Alors le monde du travail, si on l'appréhende de façon un peu plus globale, avec un peu plus de recul et même un peu plus de hauteur, effectivement, le monde du travail est traversé aujourd'hui par des mutations qui sont réellement d'une ampleur inédite. Alors on a souvent tendance à considérer qu'à chaque époque, on traverse quelque chose d'historique, on traverse quelque chose d'inédit, quelque chose d'exceptionnel. Alors oui, c'est vrai, chaque époque par définition est exceptionnelle, chaque époque par définition est singulière, mais quand même, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, si on met la loupe sur ce qui se passe aujourd'hui, on observe qu'on a un changement très profond qui tient précisément à l'imbrication de 3 révolutions en même temps. Alors ces 3 révolutions, vous les connaissez, mais c'est précisément le fait qu'elles s'entrechoquent et qu'elles s'accumulent qui fait que nous traversons une séquence très particulière. La première révolution, c'est la révolution numérique, la révolution digitale. C'est une révolution d'ordre organisationnel, parce que pour le coup, ça bouscule l'organisation du monde du travail dans son ensemble, et c'est une mutation organisationnelle, une révolution qui est pour partie subie. Pas uniquement subie, mais elle est pour partie subie. Elle est déjà bien engagée, mais elle n'est en réalité qu'au début. Parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle, et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle régénérative, en fait, aujourd'hui, va amplifier encore les mutations qu'on connaît. Donc cette première révolution, c'est la révolution digitale. Un chiffre là-dessus, ou même 2-3 chiffres là-dessus, parce que c'est très intéressant. Quand j'étais au ministère du Travail il y a quelques années, on disait que la révolution numérique avait détruit en France, sur les 15 années passées, avait détruit 900 000 emplois. C'est-à-dire en fait une saignée tout à fait inédite. Tout à fait inédite. Autant de destruction d'emplois aussi vite, ça ne s'était jamais produit. Mais dans le même temps, on disait que la révolution numérique avait créé 1 500 000 emplois. C'est-à-dire que le solde était tout à fait positif. La difficulté, c'est celle de la transition, parce que ceux qui voient leur emploi détruit, supprimé ou modifié, ne sont pas ceux qui voient précisément de nouveaux emplois s'ouvrir et qu'ils pourraient occuper. Donc la transition, elle est complexe. La deuxième révolution, évidemment, elle est d'ordre, là, pour le coup, quasi existentiel. C'est la transition environnementale, c'est la révolution écologique. Alors, quoi qu'on pense de ça, qu'on se dise décroissant ou qu'on fasse le pari d'une croissance verte, en se disant l'innovation va nous sauver, peu importe, je dirais, peu importe. Je ne crois pas à titre personnel que les innovations technologiques vont suffire en fait à nous permettre de bifurquer. Je ne sais pas pour autant si on va vers un monde décroissant. Ce qui est sûr, c'est que la notion de sobriété, elle va être demain centrale en économie. Je ne sais pas si elle va remplacer purement et simplement la notion de rentabilité, mais on va quand même vers un monde productif plus sobre. Et donc derrière le verdissement de l'économie, il y a le verdissement des métiers, ou en tout cas une transformation là aussi très profonde de nos métiers. Et on n'en est qu'au début, ça va s'accélérer. Et puis la troisième révolution, j'ai parlé de cette révolution organisationnelle avec le numérique, de cette révolution quasi existentielle avec l'écologie. La troisième révolution, pour le coup, elle est d'ordre culturel. Elle peut paraître plus anecdotique. Moi, je considère qu'elle est au contraire encore plus profonde et encore plus engageante. C'est la révolution du sens. C'est le fait que désormais, quand nous sommes au travail, nous questionnons le sens de ce que nous faisons. Pendant très longtemps, et ça n'est pas faire injure à nos ancêtres, à nos aïeux, à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, quand ils étaient au boulot, c'était le même métier toute sa vie, sans se poser de questions, souvent même dans la même entreprise, quand on était salarié d'une grande entreprise, le même métier toute sa vie, et avec à la clé de l'argent, un revenu et un statut social. Et en gros, on s'en satisfaisait. Aujourd'hui, c'est très différent parce que nos parcours professionnels d'abord n'ont plus du tout la même continuité qu'autrefois. C'est fini, le même boulot toute sa vie dans la même entreprise, ça n'existe plus ou quasiment plus.
Aujourd'hui, les sociologues disent qu'en moyenne, une vie professionnelle, c'est une vie précisément totalement discontinue avec 10 vies professionnelles en une. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail, on dit qu'en moyenne, il va changer 10 fois de situation professionnelle. Ça veut dire qu'il va changer de statut, de métier, d'entreprise, de secteur d'activité. Voilà. Et tout ça va encore s'accélérer. Et précisément, cette vie de discontinuité, elle questionne en permanence sur le sens de ce que nous faisons, la place que nous avons dans la société, et y compris d'ailleurs ce que l'entreprise pour laquelle on travaille, l'employeur pour lequel on travaille à un instant T, lui-même en fait, quelle est sa contribution en fait dans la vie collective. Cette révolution du sens, je pense qu'elle est très puissante. Alors, pour ceux qui travaillent dans des entreprises qui se sont déjà interrogés, qui ont travaillé sur leur raison d'être, précisément c'est ça en fait. C'est plus uniquement une entreprise qui doit créer de la valeur, c'est une entreprise qui doit assumer un sens dans l'organisation collective. Et ça, pour le coup, au moment où précisément on a à la fois la révolution numérique et à la fois la transition environnementale à opérer, le fait que les entreprises se posent désormais des questions qu'avant elles n'auraient même pas été en capacité de se formuler, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et c'est quelque chose, je dirais, de tout à fait bien et de tout à fait positif. Donc ça, c'est la triple révolution que le monde du travail connaît. Je pourrais même y ajouter une quatrième dimension, même si elle n'est pas exactement de même importance, c'est la révolution démographique. C'est le fait de dire, nous avançons en fait collectivement, progressivement vers une société du vieillissement. Voilà. Parce que les progrès de la médecine, parce que l'organisation de la vie sociale fait que nous vivons de plus en plus vieux, nous vivons de plus en plus vieux en faisant de moins en moins d'enfants. Ce qui évidemment a beaucoup d'impact ou aura beaucoup d'impact à terme sur nos grands équilibres sociaux. Nos grands équilibres sociaux, les rapports entre générations, les rapports y compris de force entre générations, et puis je dirais même, au-delà des grands équilibres sociaux, l'équilibre de nos comptes sociaux. Et c'était en particulier une partie du débat au moment précisément de la réforme des retraites. Une société qui vieillit, c'est une société qui est confrontée du coup à de nouvelles problématiques démographiques, culturelles, mais aussi économiques et sociales. Et donc c'est ça le monde du travail dans lequel on est. Alors forcément, c'est un monde du travail tellement mouvant qu'il est incertain. Et comme il est très incertain, comme toujours, l'incertitude, ça nourrit, ça alimente de l'inquiétude. Voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, le monde du travail, il évolue et il bouge encore plus vite que d'habitude. Pour autant, je ne dirais pas que je n'ai pas une vision catastrophiste du monde du travail. Bien au contraire. Je dirais qu'il y a des conséquences sur la quantité de travail dans la société, il y a des conséquences sur la qualité du travail dans la société, mais que toutes ces conséquences, loin s'en faut, ne sont pas négatives. D'accord. Et justement, Mathieu, dans ce monde du travail donc, qui évolue, en quoi le syndicalisme lui-même doit-il changer et comment peut-il gagner en efficacité? Alors, question un peu intéressée, hein, bien entendu. Je suis ravi d'éclairer. Effectivement, si le monde du travail bouge, si le monde du travail change, il est très important que le syndicalisme lui-même bouge, que le syndicalisme change. Et d'ailleurs, comme toutes ces entreprises, tous ces acteurs économiques qui se posent la question de leur raison d'être, je pense qu'il est très intéressant et très important que les syndicats eux-mêmes se posent la question de leur raison d'être. C'est quoi le syndicalisme aujourd'hui? C'est quoi un syndicat aujourd'hui? À quoi ça doit servir un syndicat aujourd'hui? Et à quoi doit servir tel syndicat au milieu de tous les autres? Quelle est la singularité de chaque syndicat dans l'ensemble des combats sociaux et sociétaux qu'il faut mener? Alors je pense que le syndicalisme doit se renouveler aujourd'hui précisément d'abord en appréhendant bien en fait ces nouvelles mutations du monde du travail. Je disais que ces nouvelles mutations, elles avaient effectivement un impact sur la quantité de travail dans la société et sur la qualité du travail dans la société. Et ça, je pense que c'est très important. Ceux qui ne connaissent pas le sociologue Jean Viard, je les invite ou à l'écouter ou même à lire ses livres ou à lire ses interviews. Il connaît bien le monde du travail, c'est précisément un spécialiste du monde du travail et même du temps libre. Jean Viard rappelle que le temps de travail dans nos vies a évidemment continuellement baissé. Que la part en fait du temps de vie que nous consacrons au temps de travail a continuellement et même énormément baissé. Au début du 19e siècle, on consacrait quasiment 70% de notre vie au travail. Au début du 20e siècle, on consacrait encore 40% de notre temps de vie au travail. Aujourd'hui, on ne consacre plus que 10% de notre temps de vie au travail. Ça paraît souvent incroyable, c'est-à-dire que quand on se le dit, quand on l'entend, on se dit c'est pas possible.
Et si en réalité, une vie en moyenne, ça dure 700 000 heures. Jean Viard rappelle qu'une vie aujourd'hui, de la naissance jusqu'à l'espérance de vie moyenne, c'est-à-dire 80-82 ans, une vie, ça dure 700 000 heures. Et sur 700 000 heures, on ne va passer que 70 000 heures au travail. Parce qu'avant, on fait des études, pour ceux qui ont la chance d'en faire, mais on est de plus en plus nombreux à en faire et à en faire de plus en plus longtemps. Et puis, notre vie professionnelle est quand même faite de vacances, de RTT, de congés maternité, de congés paternité aujourd'hui, etc. Et puis, notre vie professionnelle, un jour, elle s'arrête et on a la chance de pouvoir vivre une retraite de plus en plus longue et de plus en plus douce parfois. Voilà. Ce qui fait que notre temps de vie passé au travail, c'est seulement 10% de notre temps de vie total, ce qui veut dire que à 90%, notre vie, elle se passe ailleurs qu'au travail, avec l'invention de nouveaux temps sociaux, de temps en famille, de temps éducatif, de temps culturel, de temps de loisirs, etc. C'est ça la vie des gens aujourd'hui. Et donc fatalement, le travail n'a plus aujourd'hui la même centralité qu'autrefois. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la même importance qu'autrefois, mais il n'a pas la même centralité qu'autrefois. Ça, c'est une évolution tout à fait importante. Tout à fait importante. Alors, pour autant, on dit souvent, oui, mais alors, les gens foutent plus rien, ou le goût de l'effort s'est perdu, ou précisément, en fait, la fascination des loisirs, des RTT, etc. Les gens ne pensent plus qu'à ça, et les gens ne veulent plus travailler, et a fortiori pas les plus jeunes. Alors, non, c'est un peu différent. Ce qui est vrai, c'est que quand, par exemple, Nicolas Sarkozy était candidat à l'élection présidentielle en 2007, il avait pris comme slogan au cœur de sa campagne le « travailler plus pour gagner plus ». C'était une façon, effectivement, de mettre le pouvoir d'achat au cœur de sa campagne, avec un slogan qui avait très bien marché, parce qu'à l'époque, précisément, l'immense majorité des Français souhaitaient travailler plus pour gagner plus. C'était la logique dominante. 7 Français sur 10 disaient oui, je veux travailler plus pour gagner plus. 15 ans après, aujourd'hui, on a une proportion exactement inverse. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vous avez entre 6 et 7 Français sur 10 qui disent non, je veux travailler moins. Je veux ralentir le film. Alors c'est très intéressant parce que je vous disais qu'on n'a jamais quantitativement aussi peu travaillé qu'aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais eu autant qu'aujourd'hui le sentiment de manquer de temps. Le sentiment de courir après son temps, de subir une pression croissante de la part du monde professionnel. Alors, ça n'est qu'en apparence paradoxal et en apparence incompatible. Parce qu'en réalité, si le temps de travail individuel a significativement diminué, notre société n'est en rien une société d'inactivité. Au contraire, nos sociétés sont des sociétés d'hyperactivité, d'activité intense et permanente, en particulier grâce ou à cause du numérique dont je parlais. Nos sociétés, en fait, ne s'arrêtent jamais. Elles fonctionnent H24. Je ne dis pas que tout le monde travaille H24, mais que pour qu'une société fonctionne 24 heures sur 24, oui, il faut des gens qui travaillent, y compris quand certains autres dorment. Voilà. Et donc, ça fait une société qui est en hyperactivité. Pour la société française, c'est très concret. La population active aujourd'hui, c'est 30 millions de personnes environ. Donc, la population active n'a, au plan démographique et au plan quantitatif, jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Le taux d'emploi s'est significativement amélioré au cours des dernières années. Il tangente aujourd'hui 70%. Donc c'est 30 millions de personnes avec un taux d'emploi qui atteint lui-même un niveau relativement record. On peut s'améliorer, mais un taux d'emploi à 70% avec une population active de 30 millions de personnes, ça fait en réalité beaucoup de gens au travail. Et alors je disais qu'à titre personnel, à titre individuel, le temps de travail avait significativement diminué en longue durée, par exemple sur le XXe siècle. Si on raisonne à l'échelle d'un couple, c'est différent. Parce que précisément au début du XXe siècle, il n'y avait que la part masculine de la population active qui allait à l'usine ou qui allait dans les champs. Aujourd'hui, désormais, c'est toute la population active qui travaille et non plus seulement sa part masculine. Donc si on raisonne désormais à l'échelle de la société, c'est plus comme à l'échelle individuelle. Et puis dernière dimension qui fait que notre société est une société d'hyperactivité et d'hyperactivité permanente, l'intelligence artificielle. Ou même sans même parler de l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines. L'intelligence des machines qui est chaque jour plus puissante. Et donc si on additionne l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine dont je parlais précisément, ça fait une société qui ne s'arrête jamais. Et là, pour le coup, il y a deux conséquences à ce que je viens de dire. Il y a le fait que, en quantité, le travail ne s'est pas réduit dans la société. Mais en qualité, précisément, les choses ont changé. Et je dirais même que, en qualité, les choses ont pu pour partie se dégrader. La société numérique, la révolution numérique dont je parlais, elle a en fait deux conséquences sur le monde du travail. La première conséquence, c'est ce que les économistes ou les sociologues appellent une bipolarisation du monde du travail. La société numérique, c'est une société bipolaire, fracturée entre deux extrêmes du monde du travail, des catégories professionnelles de plus en plus
favorisés, de plus en plus privilégiés. Alors, c'est les programmateurs, les développeurs, les data scientists, comme on les appelle, tout en haut, qui, entre guillemets, profitent et alimentent la nouvelle économie numérique, le nouveau capitalisme numérique. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, précisément, ce sont les exécutants de ce capitalisme numérique. C'est le développeur ou le data scientist qui, d'un côté, est toute la journée sur son ordinateur à programmer et à se faire livrer un repas à domicile. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a précisément celui qui, dans cette économie de plateforme, va être le livreur Deliveroo ou Uber Eats, qui va lui apporter son repas à la maison. Et donc, on a une bipolarisation du monde du travail qui correspond à ce que le sociologue Jérôme Fourquet, patron de l'IFOP, a appelé la démoyennisation de la société. Voilà. Un monde du travail, en fait, de plus en plus clivé entre deux strates qui s'éloignent l'une de l'autre. Et la deuxième dimension, précisément, et ça reboucle avec la notion de qualité du travail, c'est l'intensification du travail. Nous travaillons moins qu'avant, pour autant, ce travail s'est énormément intensifié. Énormément intensifié. Donc, un syndicalisme qui bouge et un syndicalisme qui comprend les attentes du moment, c'est en particulier, et qui tente d'y répondre, c'est en particulier un syndicalisme qui, sur ces dimensions-là, en fait, comprend précisément quelles sont les forces profondes qui animent le monde du travail. Voilà, il y a une aspiration à travailler moins de la part des gens, parce que précisément, il y a au travail une intensification, une pression croissante qui font que les gens ont besoin de s'extraire de plus en plus du monde du travail. Et ça, je pense que c'est très important pour les syndicalistes que vous êtes, et pour le monde du travail en général, c'est de comprendre quels sont ces nouveaux besoins, quelles sont ces nouvelles forces, et quelles sont les aspirations du coup qu'elles génèrent. D'accord. Et dans la continuité de ce que vous venez de développer, comment un syndicat peut se saisir de cette réalité nouvelle? Quelle action peut-il mettre en œuvre? Voilà, quelle orientation doit-il prendre en compte pour aller de l'avant et répondre justement aux attentes des salariés? Eh bien alors, pour le coup, je pense que ce que je vais dire vaut pour les syndicats comme pour les pouvoirs publics. En réalité, pendant de nombreuses décennies, on a totalement focalisé sur la question de l'emploi. Pour une raison très simple, on avait une spécificité française, je ne sais pas si on peut parler d'une préférence française pour le chômage, mais nous étions confrontés, nous en France, encore plus que certains de nos voisins, alors moins que d'autres, hein. L'Espagne et l'Italie étaient encore plus marqués en la matière. Mais par rapport à l'Allemagne, c'est vrai, ou par rapport à l'Angleterre, c'est vrai, avec des marchés du travail très différents, et d'ailleurs pas, encore une fois, hein, ne fonctionnant pas nécessairement mieux. Mais on avait, nous, une réalité de chômage de masse qui faisait que les pouvoirs publics, comme probablement le monde syndical, se sont concentrés pendant des années et des années sur la question du chômage. Et la question du chômage au point que nous avons délaissé la question du travail. La question du travail et la question des conditions de travail. La question très concrète de la santé au travail, par exemple, du bien-être au travail. On s'y est intéressé, mais on s'y est intéressé dans un second temps uniquement. Elle était considérée comme une question de second ordre. Pour avoir effectivement travaillé quelques années au ministère du Travail, à un moment où la courbe du chômage peinait à s'inverser, on était totalement focalisé sur la problématique du chômage. Et à raison, la problématique du chômage, elle était totalement destructrice pour la société. Pendant des années et des années, le premier facteur de mal-être dans notre pays, c'était précisément le chômage, le halo du chômage, la peur pour un très grand nombre d'entre nous d'être confrontés un jour ou l'autre au chômage. Mais on n'en est plus là. Et c'est parce qu'on n'en est plus là qu'on redécouvre la question du travail. Mais donc ce qui est sûr, c'est que nous avons collectivement délaissé pendant des années et des années la question du travail. Alors on pourrait se dire, la reprendre telle qu'on la concevait il y a longtemps, ce serait anachronique, etc. Les accidents du travail, la pénibilité au travail. Eh bien non en réalité. Précisément, comme on s'est défocalisé de la question du travail et des conditions de travail, on a laissé par exemple en matière d'intensification du travail et de pénibilité au travail, des situations s'installer, voire même des choses régresser, des choses reculer. On compte aujourd'hui 800 000 accidents du travail chaque année en France. Et bien en gros, ça veut dire que depuis 20 ans, on n'arrive pas à faire baisser ça. La tendance ne diminue pas. Au contraire, même dans certains métiers, on a une pénibilité qui s'accroît. Et ça, pour le coup, ça veut dire qu'un syndicat doit prendre à bras-le-corps ces nouveaux visages ou ces nouvelles formes de pénibilité. Pendant très longtemps, quand on pensait pénibilité du travail, on pensait évidemment pénibilité physique et pénibilité physique masculine, associée à des tâches qui étaient essentiellement exercées par des hommes. Et bien précisément, on n'en est plus à l'époque de la pénibilité physique et masculine.
D'abord, on a découvert qu'il pouvait y avoir une pénibilité physique pour des métiers qui sont désormais occupés essentiellement par des femmes. On a beaucoup applaudi au moment du Covid, à 20 h sur nos balcons ou dans nos jardins ou dans nos villes. On a beaucoup applaudi le monde soignant, le monde de la santé. Précisément, infirmières ou aides-soignantes, ce sont des métiers qui sont devenus physiquement pénibles, par l'intensification des cadences et par, y compris, la difficulté des tâches à accomplir. Au moment du Covid, mais on les a un peu trop vite oubliées, toutes ces aides à domicile ou toutes ces personnes qui étaient précisément aux côtés des personnes âgées dans les EHPAD. Déplacer un corps malade, dépendant d'un monsieur de 80 ans, hein, voilà. Donc on a découvert qu'il y avait une pénibilité physique qui était une pénibilité y compris féminine. Et puis la deuxième dimension, c'est que la pénibilité désormais, elle n'est plus uniquement physique, elle est pour partie, et plus que pour partie psychique. C'est-à-dire que désormais, il y a une question de santé mentale au travail qui touche toutes les catégories de salariés. Et donc ces sujets-là, par exemple, il faut les réinstruire, il faut les redocumenter, il faut les étudier de façon assez fine, assez précise, pour que, en particulier les partenaires sociaux, s'en saisissent à nouveau. S'en saisissent à nouveau pour, si ce n'est les régler, en tout cas faire reculer les problèmes quand ils existent. Ça, je pense que c'est tout à fait important. Et puis, alors, je vous parlais du temps libre qui s'était étendu, et en même temps, alors que le temps libre s'est étendu, le sentiment de manquer de temps, de systématiquement courir après le temps. Quand on regarde les enquêtes sur le mal-être au travail, donc ça je pense que pour le coup c'est une vraie préoccupation pour un syndicat comme le vôtre, quand on regarde les enquêtes sur le mal-être au travail est très spécifiquement en France, il a en réalité trois sources, trois origines. La première, c'est celle que j'évoquais là avec l'intensification du travail qui génère un stress nouveau au travail. Ce stress, cette pression psychologique, cette pénibilité psychologique, encore une fois je le redis, elle frappe toutes les catégories de salariés, toutes les catégories d'actifs. La deuxième dimension, c'est le manque d'autonomie au travail. Manque d'autonomie égale mal-être au travail. Manque d'autonomie, c'est quoi? C'est où qu'on travaille, quelle que soit la boîte dans laquelle on bosse, on a en France, c'est très culturel, une culture managériale très verticale, très hiérarchique. Et une sorte de défiance spontanée qui fait qu'on a un management très contrôlant. Au lieu de dire à une personne, toi tu connais ton boulot, tu connais ta tâche, tu la maîtrises mieux que personne et y compris mieux que ton supérieur hiérarchique, donc occupe-t'en, fais comme il te semble opportun de faire, tu es l'expert de ton métier, donc organise ton métier comme bon te semble. Au contraire, il y a toujours un management et parfois même un micro-management, comme on dit, assez contrôlant. Ce manque d'autonomie, c'est dans les études des sociologues qui se sont intéressés au sujet, ce manque d'autonomie et ce mal-être sont directement corrélés. Ça, je veux dire, c'est établi. Donc le manque d'autonomie est un vrai problème et un truc, encore une fois, très spécifique, propre à la culture professionnelle française. Et la troisième dimension, c'est le manque de reconnaissance. Et là, sur le manque de reconnaissance, c'est encore pire que sur le manque d'autonomie. Sur le manque de reconnaissance, il y a un écart de près de 20 points en moyenne avec tous les grands pays développés. Quand on regarde le sentiment de reconnaissance qu'on a au travail, quand on questionne les Français, les Américains, les Anglais, les Italiens, les Allemands, l'écart est en moyenne de 20 points, parfois même encore plus que ça. Parce que précisément, les Français, alors qu'ils s'investissent au travail, ont le sentiment que leur travail est insuffisamment reconnu. Alors, insuffisamment reconnu matériellement, on parle partage de la valeur ajoutée depuis un certain nombre de mois maintenant, etc. Il y a sans aucun doute un sujet sur les salaires. Les salaires ont été très largement contenus pendant très longtemps à cause de la situation de chômage de masse que je décrivais, parce que précisément, il y avait un sujet de chômage, on se disait, le travail est un coût, et on réfléchissait avant toute autre considération à diminuer le coût du travail. Et donc évidemment, en diminuant le coût du travail, on a pour partie symboliquement diminué sa valeur. Donc il y a un sujet de reconnaissance matérielle au travail, mais il y a un sujet aussi de reconnaissance immatérielle, de reconnaissance symbolique. Et d'ailleurs, l'autonomie, le plus d'autonomie qu'on pourrait accorder aux salariés, c'est aussi vecteur de reconnaissance. À partir du moment où on dit « je te rends autonome parce que je considère que tu es totalement capable, seul, de décider de la meilleure façon d'accomplir ta tâche », c'est aussi un élément de reconnaissance. Mais donc, je pense qu'un syndicat est, à mon avis, au plus près des considérations et des aspirations des salariés s'il a en tête qu'il y a un mal-être spécifiquement français et qu'à la racine de ce mal-être spécifiquement français, il y a le stress, l'intensification du travail d'une part, le manque d'autonomie d'autre part et le manque de reconnaissance d'autre part. Manque d'autonomie, ça a à voir avec la capacité qu'on a à précisément avoir le contrôle de sa vie professionnelle. Et je dirais que dans plus globalement la société française aujourd'hui,
il y a un sentiment de mal-être, qui se traduit d'ailleurs politiquement. On observe que le vote est lui aussi directement corrélé à un niveau de bien-être ou de mal-être. Les politologues ont documenté ça, instruit ça de façon très précise. En gros, si vous allez bien et que vous gagnez bien votre vie, vous votez pour Emmanuel Macron. Si à l'inverse, vous votez mal, lapsus révélateur, si à l'inverse, vous gagnez mal votre vie et que vous vous sentez mal dans la vie, vous votez pour Marine Le Pen. Donc il y a un indicateur de bien-être qui est directement corrélé avec le vote, par exemple, en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a un indicateur de mal-être qui est corrélé avec, par exemple, le vote en faveur de Marine Le Pen. Cet indicateur de mal-être, quand on rentre un peu plus dans le détail, il est lié précisément au sentiment d'être dépossédé de la maîtrise de sa vie. Les gens se sentent mal dans la vie quand ils ont le sentiment qu'ils ont été dépossédés de la maîtrise de leur vie. Et donc, précisément, en général, quand on se sent dépossédé de la maîtrise de son temps, et c'était le cas, donc, comme je le disais tout à l'heure au travail, quand on se sent dépossédé de la maîtrise de son temps, on se sent précisément dépossédé de la maîtrise de sa vie. Donc, ces sujets-là, il faut les avoir bien en tête pour ensuite être le plus à l'écoute possible des salariés, et en étant le plus à l'écoute possible des salariés, le plus prompt à pouvoir répondre à leurs aspirations. Écoute Mathieu, c'est ce que nous exerçons à faire et espérons que voilà, répondre aux attentes des salariés. Enfin, tu as abordé plusieurs points tels que la rémunération, les conditions de travail. Bon, nous, on explore d'autres pistes parce qu'effectivement, on essaie d'être attentif justement aux attentes des salariés, notamment des jeunes générations qui rentrent dans le milieu du travail parce que, enfin, tu l'as dit, ces attentes et ces aspirations sont en train d'évoluer par rapport aux générations précédentes. Merci pour ce tour d'horizon et d'avoir partagé avec nos auditeurs votre analyse. Il y a quelques questions qui sont arrivées, je vais en prendre une. Un auditeur nous demande, d'après vous, les entreprises sont-elles prêtes à évoluer pour prendre en compte les mutations du monde du travail et surtout les aspirations des jeunes concernant l'entreprise? Voilà, c'est un peu dans la continuité de mon commentaire. Voilà, tu l'as dit, enfin, les syndicats doivent être prêts. Est-ce que, d'après toi, les entreprises sont-elles prêtes? Alors, je ne sais pas si elles sont prêtes ou si elles sont toutes prêtes. Je pense qu'elles sont en train de bouger parce qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de bouger. Alors d'abord pour une raison très simple, si on s'en tient à la dimension environnementale du problème, à la menace climatique, je veux dire, ça ne sert à rien d'être une entreprise qui gagne de l'argent et même beaucoup d'argent, d'être une entreprise ultra rentable dans un monde qui s'effondre. Donc je pense qu'il y a un moment où quand même tout le monde prend conscience du fait que notre modèle productif est pour partie à bout de souffle et doit en tout cas muter. Et qu'à l'intérieur d'un modèle productif, il y a pour chaque acteur économique une nécessité à revoir son propre modèle, sa propre stratégie de développement. Voilà. La rentabilité n'est plus un horizon pour chaque entreprise au milieu d'un monde qui s'écroule. Je n'ai aucun doute sur le fait que, dans mon activité de consultant, en tout cas, je l'observe, je discute avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise, je n'ai aucun doute sur le fait que tous en ont désormais bien conscience. Et alors, ils en ont conscience, alors parce que la société en parle et parce que globalement, le niveau de conscientisation a progressé dans l'opinion. La question environnementale est désormais tout en haut des préoccupations des Français, au même niveau que la question sociale. Voilà. Question environnementale et question sociale sont désormais tout en haut des préoccupations. Et je veux dire, ça concerne tous les milieux. Alors, tous les milieux ne se sentent pas outillés de la même façon pour faire face à la transition environnementale. Selon qu'on gagne très bien sa vie ou très mal sa vie, on ne se projette pas dans la chose de la même façon. Et en même temps, les efforts les plus significatifs, ils seront nécessairement à faire du côté des gens qui sont aujourd'hui les plus favorisés, et donc les plus gros consommateurs, et donc les plus gros pollueurs. Voilà, donc de toute façon, c'est vers ça qu'on va. Alors, donc je le disais, les chefs d'entreprise en prennent conscience parce que c'est l'ensemble de la société désormais qui en a conscience. Il y a deux angles différents pour les décideurs, en tout cas tels que je l'observe. Il y a une pression de plus en plus forte, à côté de la société en tant que telle, une pression de plus en plus forte de la part des salariés. Et donc, qu'on passe par le biais d'un représentant syndical ou d'un acteur syndical pour faire pression sur une direction d'entreprise, ou pas, on peut aujourd'hui faire pression. Et donc il y a une demande très forte de la part des salariés à ce que les entreprises infléchissent leur trajectoire, à ce que les entreprises, précisément, désormais, s'organisent différemment. Je parlais tout à l'heure de la notion de raison d'être, ça veut dire réfléchir au sens de ce qu'on fait et aux conséquences de ce qu'on fait.
Parce qu'encore une fois, on peut réfléchir au sens de ce qu'on fait quand on est une entreprise ou un salarié dans une entreprise, mais si précisément ce qu'on fait a des conséquences sociales ou environnementales négatives, ça n'a aujourd'hui plus aucun sens. Et non seulement ça n'a plus de sens, mais ça n'est plus toléré. Donc il y a la pression que les salariés globalement exercent sur leur direction pour infléchir des tendances, des trajectoires, des stratégies. Et les plus jeunes en particulier, là aussi c'est instruit, documenté, qu'on soit un jeune diplômé de grande école et qu'on parle de grande bifurcation, ou qu'on soit même à d'autres échelons de l'organisation économique et sociale, qu'on soit davantage dans des tâches d'exécution parce que moins diplômés, en réalité, les aspirations désormais se rejoignent. Alors ça ne veut pas dire que la question du pouvoir d'achat ou que la question de la consommation, elle a totalement disparu, elle a été totalement reléguée. Mais on voit bien que quand même, la pression des jeunes salariés en particulier, elle est de plus en plus forte. Et puis, j'y ajoute une petite dimension psychologique, parce que la psychologie, ça existe dans la société, ça existe pour chacun d'entre nous. Les dirigeants sont essentiellement des hommes, encore plus que des femmes. Les choses progressent, mais enfin elles progressent lentement. Donc aujourd'hui quand même, vous prenez les patrons des grandes entreprises, pas seulement du CAC 40, mais ou le SBF 120, ou vous prenez les grands patrons, ce sont essentiellement des hommes, et essentiellement des hommes de, allez, 50-60 ans. Ça veut dire qu'ils sont confrontés en réalité, y compris chez eux, à leurs propres gamins, qui ont entre 20 et 25 ans, et qui participent très activement de la prise de conscience de leurs parents dirigeants. Et donc c'est toute la société qui est en train de pivoter en même temps. Et j'observe qu'un certain nombre d'entreprises désormais ne s'en tiennent plus qu'à des questions de RSE, comme on les a appelées pendant très longtemps, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Les entreprises pivotent vraiment, utilisent y compris la notion d'impact, c'est-à-dire non pas seulement minimiser son impact négatif, l'impact négatif de ce qu'on fait sur la société, mais maximiser son impact positif. Dire, j'ai une contribution positive, j'inscris mon projet de société, mon projet d'entreprise, dans un projet de société plus global, qui me dépasse. Et je ne sais pas si je contribue à faire le bien, en tout état de cause, en matière de cohésion sociale, comme d'équilibre environnemental, d'équilibre du monde du vivant, si j'essaye d'avoir une contribution positive. Et ça, pour le coup, je pense que c'est tout à fait nouveau. Donc je ne dis pas que toutes les boîtes bougent et qu'elles bougent au bon rythme, mais je dis que toutes sont désormais confrontées à des questions qu'elles pouvaient ne pas se poser avant, qu'elles pouvaient même éviter de se poser ou refuser de se poser avant. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus, en fait. Ce refus d'obstacle, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et je dirais, j'ajoute un dernier point, que ça peut parfois mettre en concurrence une direction d'entreprise qui prétend faire le bien et des organisations syndicales qui prétendent orchestrer un rapport de force pour rééquilibrer les choses au profit des salariés ou au profit d'une cause extérieure, environnementale, sociétale, etc. Donc je ne dirais pas que les entreprises ont suffisamment bougé et pris suffisamment d'avance pour que les syndicats soient eux-mêmes dépossédés d'une part de leur raison d'être, mais on voit quand même que les choses bougent vraiment. Les choses évoluent vraiment et je n'ai pas de doute sur le fait que les choses ont toute chance de s'accélérer dans les prochaines années. Parce qu'encore une fois, on constate que même si les choses bougent aujourd'hui, les limites planétaires sont globalement dépassées, que nous ne respectons pas, y compris les grands engagements que nous avons pris, à la COP 21, mais pas que. Et donc voilà, on voit bien qu'on a commencé à bouger, mais qu'il va falloir accélérer. Très bien, Mathieu. On va prendre une autre question d'un de nos auditeurs qui, je pense, est en relation avec une de tes premières interventions. Donc l'auditeur dit « Nous sommes de plus en plus gourmands ». Ça explique cette évolution. Point d'interrogation. Je pense que quand tu parlais que voilà, le contexte était en ébullition. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est de plus en plus gourmand, on a des exigences de plus en plus élevées, mais ça, à la limite, c'est un élément de maturité. Pendant très longtemps, on se battait pour des réformes, pour améliorer les droits, étendre les champs des droits, et puis pendant un certain nombre de décennies, précisément, les choses se sont quand même un peu inversées, et les réformes que les différents pouvoirs publics nous ont vendues, à chaque fois, ont été associées dans l'opinion à des formes de régression. Alors, sur la réforme des retraites, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il y a des réformes des retraites qui se succèdent et on se dit que à cause des grands équilibres démographiques et donc des grands équilibres sociaux, il faut réformer le système et que d'une façon ou d'une autre, le nouveau système sera moins bénéfique, moins profitable que le précédent. En matière d'indemnisation des chômeurs, c'est un peu la même chose. On a réformé le système des retraites il y a quelques mois, on a aussi réformé le système de l'assurance chômage il y a quelques mois. On comprend que qu'on soit actif, qu'on soit retraité, qu'on soit chômeur, je dirais pas qu'on a de moins en moins de droits, mais les droits qu'on avait acquis sont de plus en plus remis en cause. Et donc ce qui compte, je pense, c'est quand même d'arriver à se remettre en dynamique positive où la réforme
est de nouveau synonyme d'avancée sociale ou d'avancée sociétale. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années qu'on a le sentiment qu'on stagne, voire parfois qu'on recule. De ce point de vue-là, les syndicats ont évidemment un rôle majeur à jouer. Il faut élargir le champ des droits. Il faut inventer de nouveaux droits. Il faut rééquilibrer un certain nombre de droits quand ils sont menacés. Et là, je dirais que ça fait partie des questions que la société dans son ensemble se pose. On a d'abord eu, pendant des décennies et des décennies, une action collective et une action syndicale qui était déterminée par la question sociale. L'idée que c'était les droits sociaux qui devaient être élargis et la condition sociale des salariés qui devait être améliorée. Et puis, progressivement, de nouvelles problématiques ont émergé, on les a qualifiées de sociétales, parfois d'ailleurs pour les dénigrer. De nouvelles problématiques ont émergé et ces problématiques, ces questions sociétales, elles ont fini par concurrencer, par percuter les problématiques sociales plus classiques. Et il y a parfois une tendance, dans le débat public ou dans les logiques syndicales, à opposer les deux. À opposer revendications sociales, questions sociales d'un côté, et revendications ou questions sociétales de l'autre. Questions sociétales, elles ont émergé avec en particulier la question du féminisme, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et puis elle a émergé aussi avec la question des discriminations, c'est-à-dire que l'égalité des droits entre différentes catégories de la population en fonction de leur origine. Je ne sais pas si ce sont des questions sociétales de second ordre. En réalité, ce sont des questions sociales. D'ailleurs, dès lors que derrière on pose la question d'un certain nombre de droits et d'égalité de conditions, expliquer à une femme que l'égalité professionnelle, c'est pas une question sociale majeure, que c'est une question sociétale et que, ce faisant, ce pourrait être une question secondaire. Non, je crois pas. Donc, je suis pas sûr qu'on ait été trop gourmand. Prenons un peu de recul. Il est évident que l'économie française est une des plus prospères au monde et que le modèle social français est un des plus protecteurs, est un des plus généreux. Mais on voit bien qu'avec une économie prospère comme la nôtre et avec un modèle social généreux comme le nôtre, l'ensemble des besoins sociaux ne sont pas couverts. Je disais en tout début d'intervention que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on a la consommation alimentaire des Français qui avait baissé de 10%. Donc même dans un pays très riche et même dans un pays plutôt très solidaire, on voit bien qu'une partie d'entre nous est prête à décrocher. C'est plus à cause du chômage désormais, c'est aussi encore à cause du chômage pour certains, mais ce sont des problématiques sociales plus larges. L'explosion du nombre de familles monoparentales. Voilà. Progrès dans la société, on peut désormais divorcer. En progrès, à partir du moment où c'est volontaire, on laisse la liberté aux gens, en fait, de réorganiser leur vie affective, leur vie sentimentale comme ils l'entendent. Et donc, effectivement, désormais, je vous disais tout à l'heure, une vie, c'était une vie professionnelle avec le même métier et la même entreprise. Et j'aurais pu ajouter avec la même femme ou le même mari. C'est plus le cas aujourd'hui. On change de vie plusieurs fois, et y compris de vie sentimentale. Le fait est que, statistiquement, ça veut dire explosion du nombre de célibataires. Et du nombre de célibataires, ce qui crée des difficultés pour se loger, parce qu'en particulier dans les grandes villes, c'est plus facile de se loger quand on est en couple. Quand on est tout seul, c'est plus difficile. Et quand on est tout seul avec la garde d'un ou de plusieurs enfants, même à temps partiel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc cette question-là qui constitue un progrès souvent dans nos vies individuelles, c'est-à-dire une liberté de choix qui avant n'existait pas, la liberté de pouvoir réorganiser nos vies sentimentales comme on l'entend, elle se traduit par des complexités, des complications parfois au plan social, en termes de pouvoir d'achat et d'organisation matérielle de sa vie. Voilà. Et donc précisément, comme ces réalités sociales-là, elles sont nouvelles, l'explosion des familles monoparentales, et en fait quand on dit famille monoparentale, pour de vrai, ce sont des femmes seules avec un ou plusieurs gamins. Voilà, celles-ci, qu'elles soient au chômage, qu'elles soient à temps partiel ou même parfois à temps complet, elles connaissent des difficultés qui sont des difficultés inédites, nouvelles, qu'on découvre avec ces réorganisations de la société dans son ensemble. Voilà. Et donc, on n'a pas été trop gourmand, c'est juste que la société évolue et qu'en évoluant, elle est confrontée à des problématiques nouvelles qu'elle a à appréhender et qu'elle a à traiter. Ok, j'ai encore deux, trois questions. Je regarde l'heure, ça va, on est dans le temps. Question de Julie qui nous interroge. N'est-il pas question aussi de l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale? Elle a l'impression que la crise du Covid a eu pour effet positif de remettre la famille au premier plan. C'est une bonne chose, mais cela nécessite aussi l'adaptation de la part des entreprises. Ouais. Alors, adaptation de la part des entreprises, il y a un premier bouger, c'est la généralisation, pour ceux, encore une fois, qui sont concernés, du télétravail. Alors, je travaillais effectivement au ministère du Travail avant le Covid. On observait qu'on était en France, culturellement, très en retard en matière de télétravail. On était à la moitié de la moyenne européenne.
Et précisément, c'était purement culturel. Ça rebouclait avec ce que je disais tout à l'heure de la culture managériale très spécifiquement française, une culture managériale très verticale et très contrôlante. On ne voulait pas de télétravail parce qu'on considérait que le télétravail, c'était un faux travail. Que les télétravailleurs étaient une sorte de téléglandeurs. Et moi-même, en tant que consultant, d'ailleurs, j'accompagnais un certain nombre d'entreprises qui voulaient déjà, y compris avant le Covid, commencer à expérimenter le télétravail, mais on sentait que c'était toujours une expérimentation timide, qu'on voulait y aller parce qu'il y avait en particulier une proportion de cadres importante qui faisait pression de l'intérieur et tout. On était prêt à y aller, mais à y aller doucement. Et j'avais toujours en face de moi des dirigeants d'entreprise qui disaient « Allez, ok, on teste le télétravail, mais jamais le lundi et jamais le vendredi. » Or, précisément, la demande des salariés, elle est de pouvoir faire du télétravail, alors parfois le mercredi, mais souvent le vendredi ou le lundi. Et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que si on a la chance d'avoir un petit appartement à la mer, ou même d'avoir une maison de famille ou quelque chose, on peut aller télétravailler à la campagne le vendredi, et ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on se tourne les pouces dans un jardin, etc. Non, il y a une demande précisément d'évolution des choses, et le Covid nous a fait du bien, assurément. Le télétravail, alors le télétravail, n'oublions pas que ça concerne aujourd'hui un tiers des salariés seulement, que les choses évoluent, les choses progressent, mais que à moyen terme, ça ne concernera que 40% de la population active ou à peu près, et que c'est donc voilà quelque chose de tout à fait minoritaire. Alors, c'est 40% de la population active à terme, et c'est un tiers seulement aujourd'hui. Dans les grandes villes, compte tenu de ce qu'est la sociologie en fait du monde du travail et du monde urbain, dans les grandes villes, c'est les 2 tiers, voire un peu plus. À Paris, par exemple, vous avez presque 70% des habitants qui sont potentiellement des télétravailleurs. Donc ça devient un phénomène massif. Et c'est ce qui fait que les Parisiens ou les métropolitains dans l'ensemble se barrent des grandes villes le jeudi soir, etc. Que, y compris le monde du tourisme, pour le coup, est totalement bousculé. Donc il y a ce télétravail et cette expérimentation du télétravail qui devient massive. On commence à avoir de vrais retours d'expérience. Et donc, puisque c'est sur la base du volontariat, désormais quand même s'il y a des problèmes, et de vrais problèmes parfois ponctuels, le télétravail dans son ensemble, quand c'est pratiqué en moyenne 2-3 jours par semaine, ça produit de la satisfaction et une satisfaction très grande chez les salariés. Parce que précisément en termes d'équilibre de vie professionnelle et personnelle, ça constitue un progrès, c'est vécu comme un progrès par l'ensemble des gens. Encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Donc, il y a toujours des gens qui font du télétravail, qui se sentent un peu noyés parce qu'ils sont loin de leur management, parce qu'ils sont loin de leurs collègues, etc. Mais globalement, quand même, c'est un vrai progrès. Et à côté du télétravail, il y a précisément le fait que il y a des demandes nouvelles en termes d'organisation de son temps. Monte quand même la question de la semaine de 4 jours. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument faire la semaine de 4 jours, mais je dis que par exemple la semaine de 4 jours, ça peut être pour les salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail, que ce soit avec une réduction du temps de travail ou pas nécessairement avec une réduction du temps de travail. Vous avez plein de pays européens qui sont en train d'expérimenter la semaine de 4 jours à temps de travail constant. Voilà, je pense à la Belgique, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Espagne. Ça commence à monter, soit de façon très expérimentale, très localisée, soit de façon plus généralisée. Mais en tout cas, on voit bien que ça monte. Et alors, c'est pas nécessairement pour travailler moins longtemps. Ça correspond pas nécessairement à une aspiration à travailler moins. Ça correspond tout simplement à une aspiration de « je remaîtrise mon temps ». Je sais mieux organiser ma vie, je sais mieux organiser mon temps. Et donc, à la limite, laissez-moi le choix. Si j'ai envie de faire ma semaine de travail sur 5 jours ou sur 4 jours, laissez-moi le choix. Je dirais que le XXe siècle a été le moment où on a inventé le temps libre. Le temps libre, c'est-à-dire entendu comme le temps affranchi de l'emprise du travail. Avec les congés payés, avec le droit à la retraite, etc. etc. Le XXe siècle a inventé le temps libre. Je pense que le XXIe siècle sera au rendez-vous, et en particulier nos entreprises, nos syndicats, etc., si on invente non pas le temps libre qui existe déjà, mais le temps choisi. Ça, je pense que l'idée quand même d'avoir le plus possible le choix dans l'organisation de nos vies. Il y a des moments où on a des gamins, et donc des gamins en bas âge qui justifient qu'on se mobilise chez soi, qu'on soit là, etc. Puis après, les gamins grandissent et à la limite, on a un peu plus d'autonomie, on peut de nouveau se reconcentrer encore davantage sur sa tâche professionnelle. Et puis on grandit encore, on vieillit encore, et on se retrouve en situation d'avoir des parents à aider. Et donc, il y a aujourd'hui en fait une évolution des temps de vie qui justifie que dans notre rapport au travail et dans notre rapport au temps qu'on lui consacre, les choses évoluent et surtout les choses soient souples. Les entreprises, pendant très longtemps,
ont revendiqué, ont demandé, ont négocié des souplesses pour elles-mêmes, en disant l'économie, ça a besoin de souplesse, donnez-nous de la souplesse. Et donc, vis-à-vis des pouvoirs publics, et même parfois vis-à-vis des syndicats, l'enjeu pour les directions d'entreprise, c'était de négocier de la souplesse. Je pense qu'on est arrivé au moment d'après, où on a donné beaucoup de souplesse aux entreprises, et on peut leur en donner peut-être davantage quand c'est nécessaire, mais je pense que désormais, ce qui est important, c'est d'accorder quasiment autant de souplesse aux salariés. Très bien, Mathieu. Ça mérite d'être clair également. Une avant-dernière question. Christelle qui vous demande si vous pensez que les organisations syndicales, bon, tu as un peu répondu, sont trop loin des préoccupations des salariés ou des préoccupations des jeunes générations, ou n'ont pas encore adapté leur approche vis-à-vis d'eux. Alors, je ne les accable pas, les organisations syndicales. Alors, je dirais que les organisations syndicales, c'est peut-être un peu comme les partis politiques. En tout cas, je ne dirais pas qu'une organisation syndicale, c'est comme un parti politique, mais elles ont une fonction de représentation qui fait que parfois, il peut y avoir un filtre entre les représentants qu'elles prétendent être et puis les représenter, donc les aspirations des représentés. Je dirais que, quand même, il y a quelque chose de notoire dans la période récente. La cote de confiance des organisations syndicales a significativement progressé. Je parlais de la Fondation Jean Jaurès et des multiples études que nous produisons. On a en particulier un très gros baromètre de confiance, là aussi, qu'on publie de façon annuelle. Quand on regarde l'ensemble des institutions, tout en haut, vous avez alors certaines grandes institutions publiques, comme par exemple l'hôpital et l'armée, mais vous avez les PME. Les PME, chez nous, sont ultra populaires. Cote de confiance énorme, elles sont tout en haut du palmarès, au même niveau que l'hôpital, alors l'hôpital un peu avant le Covid, c'est vrai, mais que l'hôpital ou que par exemple l'armée, cote de confiance très élevée. En milieu de tableau, vous avez les très grandes entreprises, à peu près d'ailleurs au niveau de la Justina et au niveau des syndicats. Vous êtes à touche-touche, mais les syndicats ont significativement progressé, les syndicats sont passés en 4 ans de 28 à 40 points de confiance. C'est pas mal, parce qu'à l'inverse, je vous disais, les politiques sont tout en bas de tableau, à moins de 10%, et au même niveau ou à peu près que le monde médiatique, que les médias. Voilà. Donc, c'est pas si pire, je dirais, pour les syndicats. Il y a toujours une marge de progression, mais c'est pas si pire. Alors, effectivement, comme le monde du travail change, et que le monde du travail change beaucoup et très vite, il y a une vraie difficulté, il y a une vraie complexité du côté des organisations syndicales à coller à ces mutations, c'est-à-dire à bien comprendre ces mutations et à bien comprendre ou bien appréhender en tout cas les aspirations que ces mutations font naître chez vos collègues, chez les salariés, etc. Donc ça suppose d'être encore plus qu'avant, je pense, à l'écoute de la société et de ses évolutions, davantage encore qu'avant à l'écoute des salariés, et souvent c'est une écoute individuelle, individualisée. Je dirais pas que le temps est révolu en fait des grandes mobilisations collectives et des grandes utopies collectives. Ça, je pense qu'il y a encore à batailler pour évidemment des droits collectifs. On n'en a pas fini avec ça, mais ce qui est vrai, c'est que depuis 40 ou 50 ans quand même, il y a eu une poussée individualiste, alors qu'on critique beaucoup ou qu'on critique parfois, qu'il faut aussi prendre avec recul. C'est-à-dire que la poussée ou la montée de l'individu et de ses désirs, etc., c'est pas du tout une mauvaise chose, ou ça n'est pas qu'une mauvaise chose. C'est-à-dire le fait que nos aspirations individuelles, elles soient entendues, que nos besoins dans l'existence soient entendus pour nous-mêmes, et on n'a pas toujours les mêmes besoins que le voisin, on n'a pas toujours les mêmes envies que le voisin, ça tient à nos histoires personnelles, ça tient à nos âges, ça tient à nos cultures différentes, etc. On ne veut pas tous la même chose pour soi-même en même temps. Et donc, le fait d'avoir un syndicalisme à la carte, alors encore une fois, hein, c'est pas péjoratif, c'est la capacité à articuler les choses entre des demandes, des revendications collectives et des aspirations individuelles. Ça, je pense que encore plus que par le passé, ce sera un des grands enjeux pour le syndicalisme de demain. Voilà, mais donc comme je le disais, ça suppose de beaucoup regarder, de beaucoup analyser la société pour bien la comprendre et de beaucoup écouter chacun d'entre les salariés que vous avez entre les mains. Très bien, Mathieu. Il y a justement dans la continuité un auditeur qui relève que FO Énergie revendique des droits nouveaux depuis quelques semaines. Certains sortent un peu des revendications habituelles telles que la rémunération, les conditions de travail. Par exemple, FO Énergie porte la généralisation du mécénat de compétences. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense que, en dépit de ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de redécouvrir en fait des questions sociales un peu traditionnelles, des questions liées aux conditions de travail
comme on les travaillait il y a plusieurs décennies, etc. Je pense que c'est tout à fait nécessaire, mais il n'est pas question, en retrouvant ces questions un peu classiques, de s'enfermer dans ces questions classiques. Il y a de multiples aspirations dans la société qu'il faut de toute façon entendre et de plus en plus transposer au monde du travail. Ça, je pense que c'est tout à fait décisif. Alors, on peut même le dire de façon tactique, un syndicat, sans même parler de clientélisme ou d'électoralisme, un syndicat a vocation quand même à être très à l'écoute des mutations de la société dans son ensemble et des aspirations sociales nouvelles. Mais je pense que l'équilibre de la société, il tient aussi beaucoup à ça dans un pays comme le nôtre. Je ne dirais pas que tout le monde au plan matériel s'en sort bien, mais oui quand même en réalité. Je vous disais, la France est une économie prospère avec un modèle social solidaire. Et du coup, quand vous demandez aux Français comment ça va pour vous, à 80%, ils répondent « ça va pour moi ». Alors, il dit, alors quel est le problème? Il dit, la France, ça va pas, et ça va pas pour mon voisin. Ça va pas pour mon voisin, le problème, ton voisin dit que ça va plutôt pour lui. Ça dit quoi? Ça dit que, globalement, la France va bien, globalement, les Français vont bien, mais une part non négligeable d'entre nous, 20% de la population, continue à galérer. Alors le problème, c'est d'ailleurs, ce 20% n'est pas un stock fixe. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, etc. Mais il y a quand même, dans une société comme la nôtre, 20% de personnes qui restent en difficulté. Et donc ça, pour le coup, c'est du social pur. Mais pour les 80 autres pourcents, où la question sociale demeure, mais où elle n'est pas centrale, précisément, quelles sont les aspirations, quelles sont les autres aspirations sur lesquelles il faut travailler et qui permettent d'atteindre un niveau de bien-être plus élevé dans la société. La dimension matérielle, pendant très longtemps, elle était un vecteur de bien-être, elle l'est moins qu'avant. Désormais, il y a des dimensions très subjectives dans son rapport à l'existence qui sont tout aussi importantes que ces dimensions objectives. Et la question, c'est précisément comment on gagne en réalité en bien-être au travail et en bien-être dans l'existence. Je connais personne qui soit dans un mal-être au travail et un bien-être dans l'existence. C'est pour ça que le monde du travail reste absolument décisif, même si on y passe moins de temps qu'avant, même si on passe moins de temps au bureau, dans sa boutique, ou à l'usine qu'avant, ou dans son entrepôt Amazon ou ailleurs, ou dans sa centrale électrique, même si on y passe moins de temps qu'avant, le temps qu'on y passe, il est décisif pour la qualité de vie dans son ensemble. Si on est malheureux au travail, on est malheureux dans la vie. Donc la question du bien-être au travail, qui n'est plus qu'une question de bien-être matériel, mais une question de bien-être bien plus globale, elle est tout à fait centrale. D'où la nécessité que les organisations syndicales sachent appréhender les choses dans leur globalité et en même temps dans l'individualité de chaque cas. Très bien Mathieu, ben, écoute, nous arrivons au bout de cette info en live. Ça a été clair, à peu près clair et à peu près complet. Je pense que tu as été clair et que nos auditeurs et auditrices ont apprécié tes analyses et tes différents points de vue sur les différents sujets. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Avec grand plaisir. Et je reviens quand vous voulez. Écoute, ok, rendez-vous est prêt, on va caler ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et peut-être de nouveau avec Mathieu Soukouya. Merci, au revoir. À bientôt.